Bonjour à tous. Dans cet épisode de Long Live, j'avais envie de vous parler d'agriculture. Et là, vous allez me dire, mais Lucille, on s'éloigne trop du sujet là. Eh bien, pas tant que ça à vrai dire. Vous le savez peut-être, je suis petite fille d'agriculteur franc-comtois et j'ai été bercée par la nécessité de produire de la viande, des céréales, des fruits et des légumes de qualité, mais surtout en grande quantité. Et oui, alors pourquoi ce sujet ? Eh bien parce que notre alimentation est une question centrale quand on pense à notre longévité. Sauf que la sécurité alimentaire d'un pays, le simple fait de nourrir tout un peuple et la question environnementale nous obligent à nous questionner sur le modèle de notre agriculture. Alors, j'ai invité Bruno Parmentier. Ingénieur de formation, il a dirigé pendant 10 ans la plus grande école d'agriculture en France, à Angers. Il a aujourd'hui 75 ans et c'est un conférencier à succès partout en France et en Europe. Comment le monde pourra-t-il se nourrir à presque 10 milliards d'êtres humains ? Comment favoriser une alimentation de qualité sur le très long terme ? Comment se transforme l'agriculture au fil des âges ? C'est de cela dont on parle aujourd'hui. Un sujet qui nous concerne tous et passionnant, surtout quand on écoute Bruno Parmentier. C'est vrai que dans ce podcast, on parle de longévité et vous parlez d'alimentation et d'agriculture. Donc moi, en fait, je pense que c'est intimement lié et je pense que vous êtes d'accord avec ça. On peut pas vraiment espérer vivre mieux si on ne mange pas mieux et si finalement les produits qu'on mange ne vont pas mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment. On introduit quand même 1 tonne par an dans sa bouche. 1 tonne d'aliments dans sa bouche chaque 600 année. kilos de liquide, 400 kilos de solide. Si vous voulez, au sens strict, j'ai 75 ans, il n'y a pas grand-chose dans mon corps que ma mère m'a donné. Je suis, au sens physique, ce que j'ai mangé. Alors en plus, c'est un acte très social. Nous sommes ce que nous mangeons. Je mange pas comme un Chinois, je mange pas comme un Sud-Américain, etc. Mais donc, ça me paraît pas trop compliqué de dire, à la fin des fins, je suis la somme de tout ce que j'ai mangé. Donc, c'est pas mal de faire un peu attention à ce qu'on mange. Et vous avez écrit Nourrir l'humanité en 2017, je crois. Oui. Voilà. Est-ce que c'est encore possible d'envisager de nourrir 8-9 milliards d'êtres humains correctement ? Et si oui, qu'est-ce que ça implique en fait dans l'alimentation de tous et dans la production de nourriture en fait ? Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que c'est possible ? Alors, chaque fois qu'on passe 1 milliard de plus, tout le monde s'affole. On vient de franchir le 8e milliard. Cette aventure va se terminer autour des 10 milliards. Alors moi qui suis pas né de la dernière pluie, je peux rappeler que quand je suis né, on n'était que 2,5 milliards. Quand j'étais étudiant, on était 3 milliards. Dans ma seule vie, j'y vais arriver le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e et le 8e milliard. À chaque milliard nouveau, tout le monde s'affolait, en disant ça y est, on est trop nombreux, on va pas y arriver. Bon, la réalité, c'est qu'on mange mieux sur une planète à 8 milliards d'habitants que quand on avait 3 milliards. Donc d'un côté, cette aventure va se terminer autour de 10 milliards et demi. Ça, c'est nouveau. L'appétence pour faire des bébés n'est plus ce qu'elle était, on va dire, partout dans le monde. Et donc, quand j'étais jeune, on pensait que ça allait se terminer à 13 ou 14 milliards, pas du tout. Ça va se terminer 10 milliards et demi. Donc on ne va pas dépasser, les extrapolations vont pas au-delà de 10, non, 10,5 parce que milliards. un peu partout, ça y est, la natalité baisse. Regardez en Chine. Mao Tse-tung a exercé une pression pas possible pour dire 1 enfant par femme. Bon, maintenant il n'y a plus que des vieux. Bon, mais maintenant il supplie de faire un 2e enfant, les Chinois se disent pas du tout. Regardez en France. La France, comme l'Irlande, c'était les 2 seuls pays européens où les filles faisaient encore un peu plus de 2 enfants par femme. Ça y est, on a 1,7, 1,8. Enfin, les Allemandes, elles sont à 1,3. Donc, mais même en Afrique, ça baisse. On passe de 5 à 4, à 3, à 2 enfants par femme. Bon, donc, ça va se terminer autour de 10 milliards. Alors, moi, je garde le calme des vieilles troupes. On est passé de 2,5 milliards à 8 milliards. Ça va plutôt mieux. Je dis pas que... Bon, j'ai inventé la loi Parmentier, par exemple. La loi Parmentier dit, quel que soit le nombre d'habitants sur la planète, il y a toujours 800 millions de crèves la faim. En 1900, on était 1,8 milliard. C'était la moitié de l'humanité. Il y avait 900 millions de gens, grosso modo, dans les pays du Nord, qui mangeaient à leur faim. 900 millions de gens dans les pays du Sud, qui avaient faim.
En 1950, on est 2,8 milliards. Il y a 2 milliards qui mangent, 800 millions qui ont faim. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Il y a un peu plus de 7 milliards de gens qui mangent à peu près correctement. Et il y a toujours à peu près 850 millions de gens qui ont faim. Mais ça, c'est lié à quoi? Enfin, je veux dire, c'est pas une loi... Alors, c'est pas une loi, bien sûr. C'est quoi? C'est politique? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les progrès de l'agriculture ont été ébouriffants. On a réussi à nourrir 6 milliards de gens de plus sur les mêmes terres. On n'a pas doublé la planète. Et il y a une chose qu'il faut voir, c'est que c'est purement avec de la productivité. On ne cultive pas plus de champs qu'il y a 70 ans. Le nombre de champs le plus important pour se nourrir, les céréales, le riz, le maïs, le blé, n'a pas changé depuis 50 ans. On cultive toujours environ 600 millions d'hectares de céréales. Donc c'est l'efficacité. Mais on a multiplié par 3,5 la production de blé, autant la production de riz, par 5 la production de maïs. Donc on s'est débrouillé pour produire plus. Alors, d'un côté, on est très irresponsable. La ferme monde veut s'agrandir. Bon, on abat toute la forêt tropicale, on est complètement cinglé. Mais dans le même temps, on bétonne, on érode, on pollue autant. En France, on a beaucoup de terres, mais enfin, on bétonne environ un département tous les 7 à 10 ans. De temps en temps, on se dit, il faut peut-être garder un peu de terre pour se faire à manger quand même. Il n'y a pas que les résidences secondaires, les parkings de supermarchés, etc. Donc, on va y arriver. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile de passer de 8 milliards à 10 milliards que de passer de 3 à 5. Pourquoi? Parce que... À nourrir. On a déjà fait beaucoup de progrès, donc les progrès suivants sont encore plus difficiles. Et puis, si vous voulez, par exemple, une chose très importante qui sont la productivité des céréales. On en produisait tellement peu de céréales qu'on gardait les anciennes mesures. Quand j'étais jeune, on faisait 2 tonnes de blé à l'hectare. Ça faisait pas classe, donc on avait gardé les anciennes mesures. C'était mieux de dire 20 quintaux. On est passé à 75 quintaux. C'est quand même pas rien. Je veux dire, plus personne en France n'imagine une seconde que les boulangeries vont fermer parce qu'il y aura plus de farine. Bon, sauf qu'on est passé de 20 quintaux à 75 quintaux des années 60 aux années 90. Depuis 30 ans, on est toujours à 75 quintaux et en plus, ça varie beaucoup suivant le temps qu'il fait avec le réchauffement climatique. Autrement dit, les inconvénients de cette agriculture dite industrielle, avec tout chimie, tout pétrole, tout engrais, tout tracteur, etc., ont rattrapé ses avantages et maintenant on n'arrive plus. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile. Et puis, il y a une chose nouvelle qui n'existait pas quand j'étais jeune, la planète se réchauffe. C'est quand même incroyable. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur des mines en 1972. Personne ne m'a raconté à l'école ni que la planète se réchauffait, ni que les ressources s'épuisaient. On est à l'école des mines, ils disaient « Oh, les anciens ont bien travaillé, tu vas voir du pays, il n'y a plus de mines en France. » Bon, maintenant c'est impensable de former un ingénieur sans dire ces deux choses simples. Attention, maintenant la planète se réchauffe, faut plus rigoler, et les ressources s'épuisent. Donc c'est plus difficile, mais on va y arriver. Alors on va y arriver, mais en même temps, donc entre les années 60 et aujourd'hui, la population vieillit plus et peut-être en moins bonne santé. En tout cas, le surpoids a plus que doublé aussi en même temps. Donc finalement, est-ce que on a réussi? Oui, bien sûr, mais est-ce que l'alimentation est d'aussi bonne qualité? Est-ce que la quantité et la quantité sont allées de pair ou pas? Et on va y arriver, mais à quelles conditions finalement de santé de l'être humain? Est-ce qu'on va réussir à manger correctement pour éviter des épidémies de surpoids, obésité comme on voit aujourd'hui? Il y a des gens qui disent avec tout ce qu'ils mettent dans l'assiette, on va tous crever. Bon, l'ancien directeur de l'école d'agriculture est à même de confirmer cette information. Oui, on va tous crever. Le problème, c'est quand? La réalité, c'est que malgré tous ces produits chimiques, etc., on prend 4 mois d'espérance de vie tous les ans. Si on veut savoir, en gros, à quel âge on va mourir, si on a une femme, on regarde sa mère 7 ans de plus, on regarde sa grand-mère 14 ans de plus, on regarde son arrière-grand-mère 20 ans de plus. C'est pas rien. Ça me donne pas envie de vivre 120 ans, là, pour l'instant. Oui. Alors, entre parenthèses, on n'a jamais allongé la vie. Ce qu'on a fait depuis 50 ans, c'est supprimer les morts stupides.
les morts par tuberculose, les morts par syphilis, les morts par etc., etc. Donc, l'homme est fait normalement, ou la femme est fait pour vivre 80 à 100 ans. Bon, même les centenaires. Quand j'étais jeune, il y avait 3000 centenaires en France. Maintenant, il y en a 40 à 50 000. Il paraît qu'en 2050, il y en aura 130 000 ou 200 000. Bon, mais personne n'a vécu au-delà de 120 ans. C'est-à-dire que on a oublié toutes les morts stupides, enfin sauf les morts par accident, et évidemment des accidents de voiture, etc. Mais on n'a pas réussi encore à prolonger la vie. La réalité, c'est que on arrive à son lot de vie normal, avec un minimum de science, les vaccinations, etc. Alors maintenant, c'est vrai que les gens pensent naïvement que la fin de la faim, c'est la satiété. En fait, la fin de la faim, c'est l'obésité. Il y a maintenant plus d'obèses sur Terre que de gens qui ont faim. Parce que, en particulier, dans beaucoup d'endroits très pauvres et très isolés. En oui, fait, c'est les Tsongas, voilà. ce genre d'îles isolées qui sont... il y a une sélection naturelle. À 60%. La réalité, c'est que n'ont survécu que les gens qui avaient des gènes pour emmagasiner de l'énergie en période de vache grasse. Bon, dans le temps, par exemple, pour mère de ses enfants, voulait une femme forte, pas une femme maigre. Ça voulait dire quoi, une femme forte? C'est une femme qui a suffisamment de réserve pour passer l'hiver, si j'ose dire. Bon, maintenant que toutes les femmes passent l'hiver, et les hommes, la réalité, c'est que dans ce supermarché mondial où on dégouline de choses qui sont trop riches, trop gras, trop sucrés, trop salés, trop de tout, on sait plus comment se limiter et on passe directement de l'insécurité alimentaire à l'embonpoint ou à l'obésité. Donc on a un vrai problème. Mais est-ce que c'est lié juste au fait du cerveau humain finalement, on parle du striatum qui va toujours vers le plus, toujours plus, ou est-ce que ça a quand même lien avec la qualité de l'alimentation qu'on mange? Alors ça a un lien avec la qualité, mais ça a d'abord un lien avec vos quêtes sportives, avec combien d'énergie on rentre, combien on en sort. Bon, on mène une vie de plus en plus sédentaire, bon, et de l'autre côté, on mange plus qu'avant, au bout d'un moment, on grossit. Et donc, quelque part, pour vivre longtemps, allez, quelques principes de base. Dans notre société à nous, manger la moitié, marcher le double, et puis il y a le moral, rire le triple, et puis aimer sans réserve. Bon, avec ce programme, ça va. Alors moi, je rajoute réfléchir. Je veux dire, finalement, qu'est-ce qui nous maintient en forme? C'est ce qui s'use si on s'en sert pas. C'est-à-dire, si on s'en sert pas de son corps, il s'use, donc faut marcher. Alors vous, en plus, oui, plus que marcher, vous voulez faire du sport à gogo, etc. Mais enfin, moi je dis, bon, à mon âge, je marche au moins une demi-heure par jour. Voilà. Je reste pas plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure devant l'ordinateur sans aller me dérouiller les jambes. Bon, enfin voilà, des choses relativement simples. Quand je regarde un escalier, je dis, quelle chance, je vais monter l'escalier. C'est génial de monter un escalier. Je vais pas attendre en mettant les trucs, etc. Bon, et puis, à l'inverse, faut réfléchir. Si on ne lit pas, si on n'écrit pas, si on ne réfléchit pas, au bout d'un moment, le cerveau s'étiole. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. Réfléchir, marcher, manger moins. Mais manger moins, c'est rien du tout. Vous le dites par exemple, déjà, au moins 12 heures par jour sans manger. Bon, moi je dîne vers 7h15, 7h30, ça fait 12 heures avant le petit déjeuner, sauf exception quand je me lève très tôt pour prendre un train tôt le matin. Bon, mais c'est rien du tout, mais le corps est en train de... il a tendance à reprendre un peu ce qu'il avait stocké dans ces cas-là. Bon, c'est pas des choses très compliquées finalement. Et puis alors, regardez des choses très simples dans notre société de consommation. Faut pas prendre des grandes assiettes. Faut rapetisser la taille des assiettes. Mais ça, c'est complètement psychologique. Vous avez ça, vous, chez vous, des petites assiettes? Oui, j'essaye. Parce que, spontanément, on dit, je me sens une bonne assiette. Mais qu'est-ce que c'est que ces restaurants qui vous servent des assiettes comme des plats? Du coup, c'est que les portions ont normalement augmenté. Mais bon, il faut comprendre un peu. Par exemple, on aime le chocolat. Bon, le chocolat, c'est vachement bien. Mais la place du chocolat
c'est pas sur la table à café. Le chocolat est enfermé dans la cuisine, dans un placard, même pas vitré. Quand je prends un carré de chocolat dans la cuisine, j'en prends un. Quand j'ai une boîte de chocolat sur la table à café, j'en prends 3. Bon, ben, c'est un vrai plaisir de manger du chocolat. J'espère pouvoir continuer. Enfin bon, il faut manger tranquillement. Et puis pas trop d'aliments riches, et puis pas trop de viande. Alors, puis pas tous les jours de la viande. Je reviens sur mon fil d'interview. Vous qui avez été directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Donc vous avez formé les ingénieurs agronomes. Aujourd'hui, vous avez 75 ans, vous êtes conférencier, vous parlez beaucoup dans plein de conférences hyper intéressantes que j'ai beaucoup écoutées. Vous dites souvent à la fin de vos conférences que nous sommes à l'an 1 de l'agriculture. Alors, vous avez enseigné et dirigé pendant plusieurs dizaines d'années l'enseignement pour les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est l'an 1. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez dire ça à vous aujourd'hui, 75 ans? Vous voyez, je suis passionné par ça. J'étais pas du tout là-dedans, moi. Hein. Je suis ingénieur des mines économiste et j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans la presse et dans l'édition. Le sauvetage d'entreprises en difficulté. Alors, je suis un peu lent. Je vais vous dire, j'ai très mal vécu mon anniversaire de 50 ans. J'avais fait plein de choses et je suis arrivé en me disant, mais tout ce que j'avais fait, c'était pour préparer ma grande œuvre, si j'ose dire. Elle est jamais arrivée. J'ai raté ma vie. J'ai commencé ma vraie vie de ma vraie vocation à 54 ans. Donc, on est plein d'espoir, hein. Tout d'un coup, alors que j'y connaissais rien, on me donne les clés de la plus grande école d'agriculture de France. Alors, j'ai promis de m'y intéresser. Bon, ça a été 10 années absolument passionnantes. Maintenant, 20 ans après, tout le monde pense que je suis un expert en agriculture, ce qui est pas vrai du tout, hein. J'ai jamais traité une vache, voilà. Jamais conduit une moissonneuse-batteuse. Bon. Ceci dit, ce qui est passionnant, c'est que ce plus vieux métier du monde, le métier d'agriculteur, doit maintenant se réinventer de A à Z, parce que finalement, on avait l'air d'être très arrogant, on était ignare. En fait, on connaît rien au vivant. Vous savez, par exemple, on dit, on ne connaît que 10% des êtres vivants. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, comment ils font pour compter les 90% qu'on connaît pas? Bon, c'est compliqué. En fait, on connaît toutes les grosses bêtes. On connaît à peine les petites bêtes, alors les microscopiques, rien du tout. Et maintenant, on découvre, grâce au progrès de l'informatique, on va dire, on découvre que dans une cuillère à café de sol, il y a 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons, chacun avec plusieurs individus. Dans une cuillère à café, il y a des dizaines de milliers d'êtres vivants. Sous 1 mètre carré de terre, il y a 250 millions d'êtres vivants. On en connaît combien? Que dalle. Enfin, c'est fou. Mais du coup, l'agriculture, c'est-à-dire, il doit y avoir des trucs délétères là-dedans. Allez, on va tout retourner. On va labourer de plus en plus profond. Comme ça, on recommence à zéro. Puis on met des poudres blanches, violettes, jaunes à pois bleus. Bon, mais c'est complètement primitif. C'est seulement maintenant qu'on va enfin pouvoir faire connaissance et passer des alliances avec la nature. Je peux pas croire que passer des alliances avec les bactéries, les champignons, les vers de terre, etc., ce soit pas plus productif que de tout retourner et de mettre plein de produits chimiques avec plein d'inconvénients. Mais c'est-à-dire que depuis 60 ans de l'agriculture extensive, personne ne s'est intéressé à l'utilité des vers de terre et autres, même petits organismes qu'on voit quand même à l'œil nu. Alors les vers de terre et les abeilles, on s'y intéressait, mais pas suffisamment. J'ai envie de dire, les Nations Unies, qu'est-ce qu'ils font? Bon, c'est important de faire la paix avec l'Ukraine, etc. Bon, attendez, mais la survie de l'humanité, c'est un accord avec les vers de terre, un accord avec les abeilles, hein. Mais maintenant, on s'aperçoit que ça, c'est visible. Mais un accord avec les bactéries et les champignons, c'est encore plus important. Et ça, c'était trop petit pour qu'on puisse connaître. Et comment est-ce que c'est seulement maintenant, avec toute cette progression du monde du silicium, du monde, voilà, qu'on fait la connaissance et que la véritable révolution va commencer. La véritable révolution, c'est la révolution du vivant. Mais pourtant, moi, j'ai fait des micro-études de biologie quelques années, et déjà, en biologie végétale, on apprenait qu'il y avait les tout petits poils au bout des racines, et qu'il y avait quand même des organismes dans symbiose qui aidaient les racines à absorber les nutriments. Je veux dire ça, moi, je l'ai appris déjà il y a presque 20 ans. Non, mais c'était les débuts. Ok. Maintenant, avec
les progrès faramineux qui arrivent. L'intelligence artificielle, par exemple. Bon, tiens. J'étais l'autre jour chez le plus grand producteur de matériel agricole, tout ce qu'on accroche au tracteur. Alors, il produit notamment l'épouvantail écolo, hein. L'épandeur de glyphosate. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon. Bah, ça y est. Maintenant, il met une caméra au-dessus de chaque petite pompe, reliée à une intelligence artificielle, qui, à la vitesse où le tracteur avance, est capable de reconnaître 80 000 plantes différentes et dire si c'est une plante qu'on veut ou une plante qu'il veut pas. Rien qu'avec ça, on va pouvoir diminuer de 80% les doses de glyphosate pour ne supprimer que la mauvaise herbe et pas l'autre. Autre exemple, puisque le glyphosate, c'est quand même maintenant le symbole, voilà, de ce qu'on veut plus. Bon. Ben, le robot, si on sème les plantes par un robot qui sait au centimètre près où est la plante, ensuite, les mauvaises herbes, on balance le robot dans le champ, le robot avec énergie solaire, et puis il va gratouiller autour de la plante sans jamais attaquer la plante puisqu'il sait où elle est. Donc en fait, jusque-là, la lutte contre les mauvaises herbes, ça a été une obsession depuis 3000 ans. On les brûlait, on les piétinait, on les empoisonnait, etc. Et maintenant, on s'aperçoit que au lieu de gérer le champ au champ, on va le gérer à la plante. Bon, mais c'est un changement, mais colossal. Il faut se rendre compte. On ne peut pas imaginer, enfin, je ne peux pas imaginer qu'on soit moins efficace en gérant la plante à plante, qu'en gérant le champ, surtout que maintenant le champ c'est 20 hectares. Qu'est-ce que ça veut dire? Le champ a soif. Enfin, tu peux pas dire 20 hectares à soif. Ou est-ce que c'est humide, ou est-ce que c'est pas humide? Donc évidemment, on peut faire pousser avec beaucoup moins d'eau si on met juste en goutte à goutte l'eau qu'il faut pour la plante quand elle en a besoin. Et ça, cette révolution de l'agriculture dont vous parlez, est-ce que c'est déjà en train d'exister ou est-ce que c'est encore que expérientiel? C'est le début. Mais attendez, le symbole même de l'agriculture, le labour. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, hein. Bon. Eh ben, c'est de la folie. Le labour, c'est de la folie. Attendez, le labour est une atteinte à la nature bien plus importante que le glyphosate, sans commune mesure. Qu'est-ce que ça veut dire de dire, comme je connais pas, je retourne tout. Toute la vie du sol, chaque année est retournée, on recommence à zéro, on a tout exécuté. Les deux principaux systèmes de production de matières végétales les plus efficaces au monde, ils ont jamais vu un paysan, hein. C'est la forêt vierge et la prairie naturelle. Ils ont jamais vu de labour, etc. Ben c'est la biodiversité qui s'entraîne entre elles. Et maintenant aussi, on a un énorme problème d'énergie. En France, on est des gros producteurs de blé. On récolte le blé de plus en plus tôt, maintenant début juillet. C'est le début de l'été. Et quand on y réfléchit, le paysan, il dit, non, mais le soleil maintenant, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, je m'en fous. Rendez-vous au mois de mars. Enfin, tout rayon du soleil qui nous fait l'honneur d'arriver sur Terre doit fixer du carbone et de l'azote. Qu'est-ce que ça veut dire de dire on a des champs nus? Il faut couvrir le sol en permanence. Faut faire au moins 2 récoltes par an. L'engrais, ça se cultive sur son champ. L'herbicide, ça se cultive sur son champ. L'insecticide, ça s'élève. On va élever des bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent nos plantes. Tout ça, c'était des balbutiements du temps de grand-père. Et maintenant, ça y est, on va enfin pouvoir. Bon, par exemple, on va remercier Poutine. Bon, on n'est plus copains avec Poutine. Le prix du gaz coûte beaucoup plus cher. Eh ben, l'engrais principal, c'est à partir de gaz de Poutine. Mais du coup, on se dit, ah là là, l'engrais azoté, c'est plus classe. Et puis ensuite... Mais c'est quoi l'engrais azoté? L'engrais azoté, c'est ce qui nourrit les plantes quand on est obsédé, quand on dit, je veux faire du blé sur du blé sur du blé. Au Moyen-Âge, on avait compris que si tu fais 10 fois du blé sur du blé, à la fin, t'as pas de blé. T'as épuisé les sols. Et notamment parce que ce qu'on aime le plus manger, qui est la céréale, elle est maniaque. Le blé pousse dans une atmosphère qui a 78% d'azote, et il nous fait un caprice en disant, non, moi, l'azote, je veux le prendre par le pied. Ah, c'est fou, ça. Heureusement, il y a des plantes qui sont plus intelligentes, les légumineuses, qui disent, ah, mais non, moi, l'azote de l'air, ça me plaît bien, je m'en nourris. Et en plus, charité chrétienne, elle laisse des petits nodules.
elles en laissent pour les suivants. Ben, tout le monde a compris qu'il faut faire des rotations de culture. Donc en gros, c'est quoi? Donc rotation de culture, blé après pois cassés par exemple, Et surtout entre les deux, ne pas labourer. Ne pas labourer, couvrir le sol en permanence avec là 5, 10, 15 plantes différentes qui seront complémentaires, qui vont utiliser le rayonnement solaire, qui vont utiliser l'azote de l'air, le phosphore, etc. Alors moi j'habite dans les Yvelines, il y a beaucoup de champs sur la plaine de Versailles. Je cours, là encore ce matin j'ai marché. Il y a plein de champs encore tout marron, pas du tout couverts. Donc, moi, j'ai pas du tout l'impression que ce que vous dites est en train d'être appliqué. Enfin, ça me paraît, le labour, on le voit tous les ans, on les voit, alors, il y a les tracteurs un peu passer. moins de champs marrons que il y a 20 ans. Mais il y en a beaucoup trop. Oui. On gouverne par décret, etc. Moi, je dis, il y a un décret qui est quand même très facile à prendre. La couleur marron devrait être interdite dans ce pays. Oui, mais pourquoi est-ce que Tout champ doit être couvert avec de la végétation, donc les champs doivent être verts ou blancs s'il y a de la neige, c'est tout. Bon, mais qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Parce que ce que vous dites, j'ai l'impression que... C'est quoi? C'est l'argent? Mais l'argent de qui? Parce que finalement, on gagnerait plus d'argent en tant qu'agriculteur en ayant plus de culture. Sur la cheminée de tous les agriculteurs, il y a la coupe de labour du grand-père cantonal. Et le labour a volé le beau mot de travail. Tu travailles ton sol, ça veut dire que tu retournes. Enfin, moi, ça me fait l'effet des bagnards qui cassent des cailloux. D'accord, les bagnards qui cassent des cailloux, c'est fatigant, ça les occupe, mais c'est pas du travail. Remuer la terre, c'est pas du travail. Le travail intellectuel est bien plus intéressant que le travail manuel. Et le travail intellectuel consistant à dire, je comprends ce qu'il y a dans mon champ, je passe des alliances avec les bébêtes qui sont dans mon champ, est beaucoup plus intéressant. Mais vous parlez des Yvelines. Dans le bassin parisien, il n'y a plus d'arbres. Enfin, on peut aller de Paris à Reims sans voir un arbre. Mais c'est complètement cinglé. Qui est-ce qui nous a mis dans la tête que l'arbre est l'ennemi de l'agriculture? On a payé avec nos impôts les agriculteurs pour retirer 1 400 000 kilomètres de haies. Le remembrement. Avec le remembrement. Dans ce 1 400 000 kilomètres de haies, il y avait 350 millions d'arbres. Et maintenant, on n'a rien inventé de mieux pour refroidir la planète que replanter des arbres, replanter des haies. Mais en plus, ça régule l'humidité, ça régule toute la vie du sol, ça fixe du carbone dans le sol, etc. C'est génial l'arbre. Donc il va falloir replanter des centaines de millions d'arbres. Je dis pas quelques centaines, je parle de centaines de millions. Tout autour, à chaque fois, partout. Voilà, il y a à peu près 12 milliards d'arbres en France, il faudrait arriver au moins 13 ou 14. Il y a 3 000 milliards d'arbres dans le monde, il faudrait en rajouter 1 000 milliards. Ça paraît gigantesque, mais c'est pas tant que ça. C'est un tiers de plus. Qu'est-ce qui va bloquer? Du coup, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas et que on a tant de mal à avoir des agriculteurs bio qui finalement fonctionnent? Est-ce que c'est du bio? Est-ce que c'est de la biodynamie? Est-ce que c'est de l'agriculture raisonnée? Qu'est-ce qu'il faut pour que enfin ça puisse marcher? J'ai l'impression que tous les consommateurs ont envie finalement d'être un peu acteurs aussi de ça. Les agriculteurs ont aussi, se rendent compte, j'ai l'impression, de l'importance de la santé de la planète, de la santé de leurs champs. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que on vote encore des politiques agricoles communes avec une diminution des règles environnementales? Qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Alors, d'abord, vu du point de vue des agriculteurs, arrêter le labour, c'est très courageux. C'est un des seuls métiers qui se fait au vu et au su de tout le monde. Du jour au lendemain, t'arrêtes de labourer, alors que ça fait 2000 ans qu'on laboure, t'as tous les voisins sur le dos en disant, attends, toutes les vermines vont venir, qu'est-ce que c'est que ça? T'es paresseux, tu travailles pas, etc. Concrètement, quand on arrête le labour, parce que je suis petite fille d'agriculteur, donc je vois très bien ce que c'est, donc, c'est-à-dire qu'on coupe le blé, on rase le champ, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est dru, il y a des résidus de plantes, on va replanter par-dessus les résidus? Ah ben, absolument. Attendez, on a inventé la moissonneuse, puis la moissonneuse batteuse, puis la moissonneuse batteuse lieuse. Il y a rien de plus urgent que de ressemer dans un champ de blé dans les 2 heures après la moissonne. Donc il faut absolument faire tant qu'il y a encore un peu d'humidité. Donc il faut maintenant inventer la moissonneuse batteuse lieuse semeuse. Okay. Il faut ressemer en permanence et quand on sème son engrais et son herbicide. C'est-à-dire, on sème des plantes dites de couverture qui vont profiter de l'énergie solaire de l'été
pour fixer un maximum de carbone, d'azote, etc. Donc de l'engrais. Qui vont geler l'hiver, qui vont se transformer en engrais. Et donc, c'est une aberration de ne pas labourer. Donc juste après le blé, c'est quoi les plantes qui gèlent et qui fixent l'azote? Oh ben c'est du trèfle, c'est du, enfin c'est Ok. et bon, c'est des cocktails. Et puis attention, l'idée qu'il y ait une seule variété d'une seule espèce est folle. Il faut s'adapter micro-local. On a appris à raisonner avec des multinationales qui disent je te sauve la mise, je t'ai trouvé le gène ou je t'ai trouvé la molécule qui va te sauver la mise. En fait, il y a 35 000 cas différents en France. Il faut une agriculture par canton, une agriculture par bassin versant. Il faut maximiser les forces de la nature de point de vue complètement micro-local. Bon, tiens, par exemple, les fabricants d'engrais modernes. On dit, c'est quoi l'engrais moderne? On arrête d'acheter du gaz à Poutine ou des choses à la Biélorussie. En fait, l'agriculteur va nous donner un seau de terre. On va extraire son cocktail de bactéries, on va les multiplier et on va lui revendre, bon prix, un bidon super shooté à ces bactéries. Et les bactéries vont faire le boulot. Et finalement, la surprise c'est comme de prendre des compléments alimentaires, des probiotiques pour recoloniser positivement ses intestins. Absolument. Ok. Et la surprise du chef, c'est que il n'y a pas deux champs qui ont le même cocktail de bactéries. Le cocktail de bactéries du champ de Jean-François n'est pas le même que le... Et donc, il va falloir faire des bactéries totales. Et donc, cette idée de dire, il y a Monsanto qui va nous sauver la mise ou Bayer en trouvant une molécule, rien du tout. Il faut faire énormément d'efforts pour s'adapter aux conditions micro-locales de chaque sang. Et donc, les agriculteurs, ils vous écoutent, ils suivent vos recommandations. J'ai l'impression que vous êtes le seul à en parler. Enfin, le seul, c'est beaucoup dire. Enfin, non, mais quand même, on entend très peu ce discours. Bon, on m'invite beaucoup à faire des conférences, c'est déjà ça. Alors, bien. Ceux qui m'invitent, c'est ceux qui ont envie de changer. Hein? Ceux qui disent, bon, il suffit de temps en temps de mettre un peu de fumier devant la porte de la préfecture et rien ne va changer. Bon, ils m'invitent pas. Voilà. Bon, ceci dit, par exemple, le labour, il y a quand même beaucoup moins de champs marrons qu'il y a 10 ou 20 ans. Ok. Il y a, environ un peu moins de 400 000 agriculteurs. J'estime qu'il y en a 30 000 à peu près, donc c'est pas complètement négligeable, qui non seulement ne labourent plus, mais qui ont vendu leur charrue. En disant, attendez, elle m'encombre. Maintenant, c'est terminé. Mais, attendez, c'est pareil pour le jardin potager. Combien de personnes, depuis des millénaires, se sont fait des tours de rein en bêchant leur jardin potager? Et à qui maintenant on dit, mais attends, mais ça se bêche pas, un jardin potager. Ah non, mais ça, c'est la permaculture. Dans mon mot permaculture, c'est permanent. En fait, il faut remplacer le mal au dos par la prise de tête. C'est très compliqué de mettre en permanence des cocktails de plantes qui se protègent et qui s'aident à pousser. Mais c'est beaucoup plus productif. Dans l'abbaye du Bec-et-Loing qui a essayé ça, donc lui, c'est du jardin potager, hein. C'est 10 fois plus de production de légumes que dans les champs environnants. 10 fois plus. L'INRA est revenu 5 fois à remarcher. Mais ça n'a jamais été retourné. Mais alors, bonjour la prise de tête. C'est une agriculture bac plus 10, si j'ose dire. On méprisait toujours les agriculteurs en disant bac moins 5, t'es pas bon à l'école, tu feras toujours paysan. Bon, maintenant, déjà l'agriculteur, il faut qu'il connaisse les mécaniques parce que maintenant il a un gros tracteur, etc. Maintenant, il faut qu'il puisse être l'interlocuteur des gens qui vont faire des alliances avec les bactéries et les champignons. Mais ça va être absolument passionnant. Donc j'entends que du côté des agriculteurs, changer c'est difficile, changer ses habitudes de pratique, c'est difficile aussi peut-être à assumer de façon publique. Et c'est des risques. Alors, ça c'est le problème des politiques. Les politiques essayent d'avoir des politiques environnementales et c'est une pédagogie comme j'avais moi avant mai 68. C'était la règle du maître là qui nous tapait sur les doigts. Alors si tu fais pas ça, on te coupe les aides, etc. Bon, les pédagogies d'aujourd'hui, c'est l'encouragement. Essaye, mets-toi en marche pour faire une agriculture plus adaptée à l'environnement, et moi, je te couvre les risques. Mais c'est très compliqué. Par exemple, pour renouveler son cheptel de vers de terre, parce qu'il y en a très peu de vers de terre à force de labourer et de mettre des produits chimiques, il faut à peu près 7 ans. Bon,
Pendant 7 ans, on est mal à l'aise. Hein? Et puis, ce qui a marché une année va pas marcher l'autre. Donc, on passe d'une agriculture où il y a déjà des normes, on sait à peu près que si on met du glyphosate, normalement, il n'y a pas trop de mauvaises herbes. Bon. Et puis, si tu mets des couvertures de sol, il y a une année, ça va pas le faire. L'année où il y a une inondation, c'est pas la même que l'année où il y a une sécheresse, etc. Et donc, pourquoi on prend pas des pédagogies actives, si j'ose dire, avec les agriculteurs en disant, je t'aide à prendre des risques, plutôt que de te taper sur les doigts parce que tu fais pas ci ou tu fais. Et ils en auront ras-le-bol de remplir des questionnaires. Je comprends. Quand on veut faire paysan, on veut pas faire receveur des PTT. On n'a pas envie de remplir des formulaires. On aime la nature. Et donc pourquoi on les incite pas à devenir les sentinelles de la planète plutôt que comme le maître d'école de l'école primaire avant, si tu fais ça, je te coupe les subventions. Et qu'est-ce que nous, du coup, en tant que consommateurs, on peut faire pour justement les aider? Parce que parfois, moi, quand je consomme bio, je me dis, au moins j'aide un peu les gens, ou quand j'adhère à la MAP, je me dis que j'aide quand même la personne qui est pas loin de chez moi à faire quand même de la qualité. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Vers quels produits s'orienter? Est-ce qu'il y a des labels? On peut faire des choses. Se ranger derrière les multinationales très méchantes, c'est trop facile. Je veux dire, on a un pays riche. Qu'est-ce qui décide de ce qu'il achète? Qu'est-ce qui décide de ce qu'il cuisine? C'est nous. Donc, quelque part, il faut savoir quelles sont les valeurs qu'on veut mettre en avant, quels sont les gens qu'on veut soutenir. Alors, c'est vrai que les modes changent un peu. Bon, il y avait la mode, il faut que ce soit moins cher. Bon, alors maintenant, la nourriture, arrêtons de dire que la nourriture coûte cher. Je veux dire, quand j'étais jeune, la nourriture à domicile, c'était 38% des revenus des Français. Aujourd'hui, c'est 14%. Il y a encore 30 ans, un ouvrier au salaire minimum pour se payer une baguette devait travailler 10 minutes. Maintenant, 5 minutes. Moi, qu'est-ce que va me dire que la baguette est chère? La baguette est chère parce qu'on s'est payé, la nourriture est chère parce qu'on s'est payé entièrement notre téléphone portable avec les économies sur la bouffe. Maintenant, attendez, changeons un peu moins souvent le téléphone portable, essayons de faire une bouffe en accord avec la planète. Alors, il y a eu le moins cher. Ensuite, il y a eu le bio. Alors, le bio était très à la mode dans les années 2000. On est passé de 2% à 8% des surfaces. Et on s'est dit, comme dans un western, il y a les gentils et les méchants. Les 8% sont les gentils, les autres sont très méchants. Bon. Et puis, avec l'inflation, tout ça, le bio n'arrivera jamais à 20 et encore moins à 80%. Le bio, c'est un truc de prophète. C'est très compliqué pour un agriculteur de produire du bio sans être soutenu parce que c'est beaucoup plus de risques et c'est pas une assurance de revenus. Mais c'est aussi très compliqué pour le consommateur de manger que bio. Enfin, tout le monde peut manger un œuf bio ou du lait bio, mais manger que bio, c'est très très compliqué. Bon, alors maintenant, du coup, regardez par exemple, il y a l'effet santé. Il y a eu Yuka. Enfin, il y a eu d'abord le Nutri-Score. Nutri-Score, génial. Ça dépend. Les frites McCain surgelées, elles sont Nutri-Score A et les sardines Nutri-Score C. Non, mais il y a toujours... Oui, mais les sardines, c'est très gras. Bon. Oui, mais c'est du bon gras. Bon, toute règle a ses exceptions. On est beaucoup, beaucoup mieux avec le Nutri-Score que sans. Moyennant quoi, évidemment, toutes les multinationales ont dit, laissez-nous répandre l'obésité en paix, de quoi vous vous mêlez, etc. Bon. Et puis alors, génial, dans notre société ouverte, il y a 3 jeunes d'école de commerce qui disent, je vais fonder Yuka, on va prendre le Nutri-Score, on va mettre ça sur le téléphone portable, on rajoute quelques trucs du genre, on aime bien la bio, c'est quelques points de plus pour la bio, etc. Il y a 15 millions de Français qui ont téléchargé le truc. Ils étaient 3 au départ sans rien. Maintenant, il y a des grandes marques qui disent, je vais revoir toute la composition de mes aliments pour avoir la moyenne à Yuka. Si c'est pas beau, ça. Bon, tout à l'heure, j'étais un colloque sur les fruits et légumes. Il y avait le fondateur de C'est qui le patron? Génial! Ce gars-là, il dit, mais moi, j'aime bien le bol de lait le matin. Quand j'entends tout ce qu'on entend sur les producteurs de lait qui peuvent pas vivre, bon, j'aime bien les Néo-Zélandais, mais enfin, que les producteurs de lait français se cassent la figure et le bol de lait de Nouvelle-Zélande le matin chez moi, c'est pas terrible. Quand on voit l'actualité, c'est pas terrible. Bon qu'est-ce qu'on fait? Bon, finalement, ils regardent ce qu'il est et ils disent, bon, allez, un revenu décent pour le producteur, c'est 8 centimes de plus. 8 centimes de plus par litre, en moyenne,
c'est 4 euros de plus par an et par Français. Bon, faut pas exagérer. Bon, il va voir, comme tous les supermarchés sont équipés pour faire le lait le moins cher, lui, il fait le lait, c'est qui le patron? Il est plus cher que les autres. Bon, les gens qui raisonnaient à l'ancienne, on dit pas du tout. Ben, aujourd'hui, c'est celui qui vend le plus de briques de lait. Il est plus cher que les autres, mais les gens disent, attendez, 10, 12 centimes de plus pour être assuré que le producteur laitier vive et continue à faire du lait, c'est pas mal. Bon. Donc c'est quoi? C'est des labels, c'est à chacun d'aller chercher les labels un peu plus qualitatifs. Et maintenant, il va y avoir quand même un autre truc émergent, c'est combien de gaz à effet de serre dans mon assiette. Donc il va falloir avoir une note de gaz à effet de serre dans l'assiette. Bon, alors là, par exemple, je travaille avec un groupement de restaurateurs qui s'appelle C'est bon le climat. Bon pour le climat. Il faut un truc, tout petit truc, énorme effet. Mais pourquoi en France on est des obsédés de la viande? Quand on va au restaurant, ce qu'on vous propose c'est rôti de porc, côte de veau, etc. Et parfois on met même pas le légume. Le légume à volonté, vous aurez toujours en prendre. Tout à fait, un petit bout de ratatouille. Il faut faire l'inverse. Industriel. On est français, on aime le bœuf carotte. Il y a rien de plus urgent que de passer à la carotte au bœuf. 2 fois plus de carotte, 2 fois moins de bœuf. Et si le restaurateur vous vend comme plat carotte au bœuf, il s'oblige à faire une super bonne carotte. Bon, et puis s'il y a moins de bœuf, tant qu'à faire qu'il soit bon. Et par exemple, ils ont un score de notes de réchauffement de la planète. Et on découvre, donc c'est pas pour les particuliers, c'est pour les restaurateurs essentiellement. Enfin, tôt ou tard, faudra bien que toutes les cantines de France, tous les restaurateurs, dans le menu, mettent un chiffre fondamental, combien d'équivalents gaz à effet de serre. Et ça va être mis? Ça va progressivement rentrer. Et aujourd'hui, là, tout acheteur qu'on est, par exemple, demain, je vais, je sais pas moi, à Super U, je vais faire mes courses. Vers quel label, qu'est-ce que je dois regarder, ou en tout cas, peut-être qu'est-ce que je dois éviter absolument? Alors, déjà, on mange trop de viande, trop de lait, trop de sel, trop de sucre et beaucoup trop de plats compliqués. Plus la liste en tout petit, écrit en tout petit est longue, plus il y a des chances que ce soit pas bon pour la santé. Bon, attendez, moi je suis un fan de la soupe. Il y a rien de meilleur le soir qu'une soupe de légumes. 365 jours par an. Soupe chaude le soir, soupe froide. Bon, alors évidemment, faut faire l'épluche. Bon, il y en a qui disent, oh là là, c'est encore sexiste. Je m'excuse, mais dans ma famille, c'est moi qui fais l'épluche depuis 40 ans. Je veux dire, tu fais l'épluche, ça prend 10 minutes pour une soupe pour 3 jours. Ça se fait. Ça coûte pas cher. C'est bon pour la planète. Et c'est bon pour la santé. Eh ben, le soir, c'est ce que vous dites dans toutes vos œuvres, il faut manger moins, c'est la base, Petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince, manger comme un mendiant. Ah oui, mais un mendiant, bien, une bonne soupe quand même, Une bonne soupe de légumes le soir, c'est classe. Bon, il y a rien de meilleur pour la santé, et c'est vachement bon. Et après, par exemple, pour tout ce qui est blé, comment est-ce qu'on peut orienter l'agriculture? Est-ce qu'il y a des labels sur cette agriculture un peu plus précise, respectueuse? C'est quoi? C'est le microbiote du champ, finalement? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut les par trouver? exemple, le label gaz à effet de serre, c'est en cours. Bon, par exemple, je vous donne un chiffre que les gens savent pas. Le sandwich jambon-beurre, bien français, bien de chez nous. C'est 17 fois moins de gaz à effet de serre que le double cheeseburger. Alors, tel que je vous vois, vous mangez pas beaucoup de double cheeseburger. Moi, rien que de... Non, mais mon regardez fils, la photo, parfois, ça m'en m'écoeure. réclame. Mais le double cheeseburger, c'est de la folie pour la planète. Pourquoi double? Et pourquoi à la fois du fromage et de la viande? Et en plus, pour matin, midi et soir, bientôt. Non, mais ça va pas la tête. On n'est pas fait pour manger de la viande tous les jours. Puis attendez, j'ai 75 ans, je suis pas fait pour manger un beefsteak de 180 grammes. Non. Moi, on achète un beefsteak de 160 grammes, on le coupe en deux avec mon épouse. Ça suffit amplement, et pas tous les jours. Et pas midi et soir. Dans le temps, les curés disaient, la viande d'accord, mais pas le vendredi. Maintenant, les écolos disent, la viande d'accord, pas le lundi. Prenez le mot. Bon, et sur, déjà, pas 2 fois par jour. Et puis, allez, 3 ou 4 jours de la viande par semaine, 1 ou 2 jours du poisson, le reste, et alors on peut se faire plaisir. Bon, y a pas de problème.
si c'est dans une petite assiette, si c'est bien présenté, et si on mange avec des amis, c'est parfait. Attendez, si vous voulez un conseil, le premier conseil pour manger en bonne santé, il est très simple, il coûte 0. Ne jamais manger devant la télé. Ça coûte 0, ça. Hein. Pourquoi ça? C'est notre côté très primitif. La sensation de faim, pour monter de l'estomac au cerveau, elle prend 20 minutes. Si je mange une pizza devant le match de foot ou des chips devant la série télé, je suis sûr d'être obèse. Alors, moi, je suis un agité. Hein. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Moi, je mange à toute vitesse, c'est très mauvais. Enfin, il y a au moins un truc que je m'oblige, c'est le plat de résistance. Au moins 2 fois dans chaque plat de résistance, je pose physiquement ma fourchette et mon couteau. Je respire un grand coup. Je regarde ce qu'il y a dans l'assiette et je prends conscience. Bon, c'est rien du tout. Mais déjà, ne jamais manger devant la télé. Manger des plats à l'ancienne. Ceux pour lesquels on a eu des dizaines de générations qui ont vécu. C'est très bien de manger des sushis, c'est bien de manger du couscous. Mais nous, si j'ose dire, les Français pure souche, on n'a pas été élevés au sushi, on a été élevés au bœuf bourguignon. Alors maintenant, un bourguignon, mais pour moins de bœuf, mais etc. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que tous les plats emblématiques des grandes civilisations, finalement, ça consiste à manger des céréales et des légumineuses. Les céréales pour l'énergie, les légumineuses pour les protéines. Oui, dans le cassoulet, au final, à la base, il n'y a pas tant de saucisses que ça. Et cette idée de dire, il faut absolument de la viande pour avoir des protéines, mais enfin, attendez, il y a aussi les faillots, il y a aussi les lentilles. Et donc, il faut de la gastronomie avec de la protéine végétale. C'est pas forcé d'être triste quand on est écolo bio, sans goût, sans truc. Il faut de la couleur, il faut de la gaieté. Et puis, bon, moi j'ai un âge maintenant où il y a plein de gens séparés ou plein de gens veufs, etc. Ne jamais manger tout seul. Manger tout seul, c'est destroy pour la santé. Ben j'ai pas envie de faire à la cuisine. Je mange n'importe quoi, n'importe comment, etc. Et donc, bon, c'est ma génération, hein. Vous êtes l'âge d'être ma fille. Eh ben, vous êtes veuf, c'est le moment de vous faire des copains. Voilà. Alors, moi j'ai vu, pendant le Covid, mon épouse est partie dans un monastère. Je me suis retrouvé tout seul. Bon, elle est revenue, hein. Bon, tout va bien. Ouf. Bon, ben, je me suis dit, il y a 21 repas par jour, par semaine. Covid ou pas, je me force à prendre au moins 5 repas avec quelqu'un. Moi, j'ai invité la voisine avec la table comme Poutine, hein. J'étais loin, etc. pour pas se toucher. Et puis, je me suis aperçu, ça a l'air fou. Repas Skype. Déjeune une fois par semaine avec ma sœur par Skype. Alors, la première fois qu'on met son plat, son truc devant sa télé, c'est pas terrible. Puis après tout, on se dit, c'est un peu comme un restaurant. Mais sauf que, attendez. Quand je téléphone à ma sœur, ça dure 10 minutes. Quand je mange Skype avec ma sœur, ça dure 1h30. Je mange tranquillement, etc. Bon. Mais c'est pas du tout pareil de passer du temps pour mâcher, pour manger, etc. Donc, si on fait pas tout ça, c'est pas la peine de dire on va manger bio. Bon, regardez par exemple, je comprends pas pourquoi les gens qui fument veulent faire de la gastronomie. Bah si tu fumes, de toute façon, ça sent rien. Mais regardez notre moustachu national qui allait arracher les OGM en fumant la pipe. Non, je m'excuse, mais la cigarette, 75 000 morts, les OGM, 0 morts. Alors tu pourrais commencer par arrêter la pipe, ensuite tu vas t'occuper des OGM. Alors peut-être un jour les OGM vont massacrer les gens, mais pour le moment, il y a 2 produits de la nature qui tuent, le tabac et l'alcool. Bon, et ben voilà, quelque part, c'est un choix dans la vie. Alors bon, moi j'ai voulu, je suis 68 ans, j'avais pas envie, bon par exemple, j'étais devenu très antimilitariste, j'ai pas voulu porter l'uniforme, je l'ai porté 1 an, dessus au Britannique militaire de la Flèche, les militaires m'ont écœuré, etc. Bon, j'ai fait mon service, comme on dit, en coopération Mexique. Mais ensuite, j'ai continué. J'ai dit, je veux pas que d'autres s'occupent de ma vie. Je veux pas avoir besoin de béquilles. La cigarette, c'est une béquille. L'alcool, c'est une béquille. Bon, puis accessoirement, j'ai dit, attends, j'ai pas voulu porter l'uniforme. J'ai rien contre vous, là, vous deux, mais bon.
je ne porte pas le blue jean. J'ai pas voulu porter l'uniforme. Je ne porte pas le deuxième uniforme. Bon, c'est rien du tout. C'est ma petite folie à moi. Mes fils en ont quand même porté. Mais c'est à peu près pareil un peu pour tout. Je veux dire, si tu veux vivre droit dans tes bottes, si j'ose dire, en maîtrisant ta vie, faut essayer de ne pas avoir besoin de trop de béquilles. Et se promener dans la nature. Alors je peux pas m'empêcher que le sport à outrance c'est une espèce de béquille aussi. Quand on veut courir et tout, c'est quand même c'est une drogue. On a besoin d'eux. Mais alors pourquoi pas cette drogue-là? À mon avis, elle fait moins de mal que l'alcool et le tabac. Mais l'important c'est de dire faut bouger. Ne pas bouger, c'est définitif. C'est comme mais il faut assumer le fait qu'on est vieux. Bon, j'ai un beau sourire. Il n'y a pas beaucoup de dents que m'ont donné ma mère. Bon, voilà, moi, mon point faible, c'est les dents. Voilà. Mais ensuite, j'ai porté des lunettes. Puis récemment, j'ai fait l'opération de la cataracte. Génial, j'ai retrouvé une jeunesse. Attendez, en l'espace de 10 minutes, ils m'ont passé de 3 dixièmes à 10 dixièmes. Ouais, génial. Incroyable. Bon, maintenant, je m'assume. J'ai des écouteurs. Tout le monde dans le métro se balade avec des écouteurs qu'il a achetés à la Fnac. Moi, la Sécu m'a payé des écouteurs personnalisés à 3 500 €. Ils sont Bluetooth pour écouter aussi la télé et la musique. Et du coup, Bluetooth. Bien sûr. Quand je me promène tout seul, je marche une demi-heure. Quand je me promène en écoutant le podcast Long Live, je marche 1 heure. Marcher 1 heure, c'est meilleur pour la santé que marcher une demi-heure. J'avais une dernière question parce que j'avais trouvé ça hyper intéressant quand vous parliez dans votre récente conférence sur le lien entre la dépense que l'on fait dans son alimentation et la dépense que l'on fait dans sa santé en général, notamment la différence entre la France et peut-être le sud de l'Europe où la dépense de santé est assez élevée et la dépense de santé assez faible. Alors, quand j'étais jeune, 38% de nos revenus, c'était pour se faire à manger à la maison. Aujourd'hui, 14%. Quand on regarde l'Europe, ça va de 10 à 15%. En Europe, il n'y a que 5 pays qui aiment la bouffe. La Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France. Basta. Les autres, ils se nourrissent. Bon, j'ai beaucoup de respect pour les Hollandais. Enfin, qu'est-ce qu'ils appellent manger, les Hollandais, quand on y réfléchit? Tu prends un pain de mie. Je crois que c'est en Hollande qu'il y a le restaurant le plus titré au monde, non? Non, mais d'accord, mais ça c'est l'exception qui confirme la règle. Les Hollandais déjeuner, c'est je prends un pain de mie carré. Alors déjà moi, je suis peut-être un puriste, mais dans le mot pain de mie, il y a le mot pain qui me choque. Bon, alors pain de mie carré, plus jambon carré, plus fromage carré, plus pain de mie, je mange ça devant l'ordinateur, je dis je déjeune. Évidemment, tu dépenses moins. Enfin, on arrive encore à se parler avec les Hollandais. Notez bien qu'ils savent très bien ce qu'il en est. Vous allez à Amsterdam, vous faites un micro-trottoir, vous demandez où est-ce qu'on mange bien, tout le monde dit la France. Vous allez à Paris, où est-ce qu'on mange bien, personne n'aurait l'idée de dire Rotterdam. Bon. Il y a pire. Les Anglais, je comprends qu'ils soient partis de l'Europe, eux ils sont déjà à 8,5. Alors, excusez-moi, parmi les auditeurs, il y en a peut-être qui aiment la gastronomie anglaise, mais enfin moi c'est pas mon truc. Il y a tout. Le pire, c'est les États-Unis. 6,5. 6,5 de dépenses. 6,5% de leurs revenus pour manger à domicile. Alors, c'est notamment parce qu'ils mangent chez McDo, hein. Oui, ils mangent beaucoup en extérieur. Du coup, moi je me dis, il faut vraiment faire tout comme les États-Unis? Est-ce que quand on entend les médias, la bouffe est trop chère, faudrait qu'elle soit moins chère indéfiniment? C'est bien de passer de 14% de ses revenus à 6,5% pour la bouffe. Justement, provocation. Combien ils dépensent pour se soigner, ces gens-là? Tiens, comment on dépense pour se soigner dans une vie? Alors c'est difficile à calculer. Parce que ça dépend des gens. Et puis ça dépend des âges. Globalement, sauf exception, on dépense beaucoup plus à la fin de sa vie qu'au début de sa vie. Bon, un Français, en moyenne dans sa vie, il dépense 5 000 € par an pour se soigner. 5 000 € par an sur toute une vie. Sur toute une vie, c'est-à-dire 400 000 € sur une vie de 80 ans. Bon, un Américain, 9 500 $. Et tout d'un coup, je peux pas m'empêcher de dire, il y a peut-être un lien. Vous savez, du genre, McDo, hosto. Voilà. Alors, dans le temps, nos sages disaient, tu construis ta santé avec tes dents. Mais oui, quand même. Attends, quand t'es à la Maison Blanche du temps de Trump et que le Golton, c'est un double cheeseburger Coca-Cola, faut pas se plaindre si l'espérance de vie est assez faible à la fin. Bon. Et, quand tu vas à l'Élysée,
tous les invités à l'Élysée, ils mangent bien. Et vous, Bruno, du coup, quand vous allez au supermarché, déjà, est-ce que vous faites vos courses au supermarché? Oui. Alors, ça déçoit. Ou au marché, ou à la map. Ça map. déçoit beaucoup. Non, mais. Moi, je suis stressé. Il faut dire la vraie vie, il faut dire la chose. Je veux pas aller au marché, discuter, passer 1 heure et demie, sortir 10 fois mon portefeuille. Moi, c'est vrai que j'ai consacré, je suis ingénieur, hein, on se refait pas. J'ai consacré beaucoup d'énergie au cours de ma vie pour faire toutes les tâches répétitives le plus efficacement et le plus rapidement possible. Donc les courses, c'est 1/2 heure. Basta. Alors, je peux pas m'empêcher de rappeler quand même, c'est ma mauvaise conscience, Le Petit Prince. Le Petit Prince va voir un gars qui est très pressé et qui dit « J'ai inventé un truc génial, une pilule qui m'évite de boire. » Et alors, à quoi ça sert? Je gagne 1 heure de vie toutes les semaines. Et le Petit Prince songeur dit « Moi, si j'avais 1 heure de vie, je marcherais tout doucement vers une fontaine. » Bon, alors, c'est pas ce que je fais. Mais cette heure que j'ai gagnée en épluchant à toute vitesse, en faisant les courses à toute vitesse, je fais tout à toute vitesse. Bon, ça, mes surnoms, c'est Lucky Luke et tout. C'est pour les choses importantes. Pour moi, j'écris des livres, je fais des blogs, je fais des conférences, j'essaie de réfléchir à l'avenir du monde. Et, pour moi, c'est ça l'important. Et donc, quelque part, faire rapidement ces choses-là, et avoir bien réfléchi en disant, oui, mais le soir, c'est soupe de légumes, je vais pas remettre ça en question 250 fois. Donc, vous allez au supermarché, vous faites vos courses, vous achetez des œufs bio? Oui. Ok. Vous achetez des fruits et légumes français? Chaque fois que possible. Mais là, vous savez, j'en sors, d'une colloque sur les fruits et légumes. Notre pays pour la nourriture, ça s'appelle l'Europe, Ça s'appelle plus la France. Je veux dire, la réalité, c'est que on avait faim en France. Partout. Il y a eu des tickets de rationnement jusqu'en 1948. Et puis De Gaulle et Adenauer ont dit, allez, au lieu de se faire la guerre, on va s'échanger des carottes, des poulets, etc. Bon, on va faire le marché commun. Bon, écoutez, on l'a vu au moment du Covid. On est 440 millions d'Européens. La grande majorité des Européens vit dans des grandes villes très éloignées de la campagne. Tout le monde a mangé. Mais, à la loterie de l'efficacité, les Français, ils ont tiré céréales, vin, laitage, des choses comme ça. Et puis, les fruits et légumes, c'est les Espagnols. Bon, oui, mais par exemple, toutes ces on mange des concombres espagnols et à Madrid, on fait du pain avec du blé de Beauce. Bon, mais ça va changer parce qu'avec le réchauffement de la planète, l'Espagne est en voie de désertification. Donc, dans 20 ans, je pense que je veux pas me réjouir du malheur des Espagnols. Les Espagnols mangeront du concombre breton parce qu'il y aura plus de concombre dans le sud de l'Espagne. Mais en général, ça se passe bien parce que les périodes de récolte sont pas tout à fait les mêmes. Et puis de temps en temps, c'est les mêmes périodes. Donc les paysans, notamment producteurs de fruits, bloquent les camions espagnols. Mais attendez, cette idée de dire faut manger que français, que local. On est un grand pays exportateur. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de notre vin? Qu'est-ce qu'on va faire de notre céréale? Bon, et c'est important de faire durable de céréales. En France, on produit 3 fois plus de blé que ce qu'on mange. 1/3 du blé, c'est pour manger nous. 1/3 du blé, c'est pour nos cochons, nos lapins, nos bœufs. Et 1/3 du blé, excusez-moi, mais c'est pour les Espagnols, les Marocains, les Nigériens, etc. Bon, on l'a vu au moment de la guerre en Ukraine. Il manquait le blé ukrainien. On peut pas doubler la production de blé en France. Il y a eu une aggravation de la faim en Afrique. Bon, je veux dire, on ne peut pas vivre en paix autour de la Méditerranée sans prendre en compte le fait que, avec la population qu'ils ont maintenant, les pays de la rive sud de la Méditerranée, avec le réchauffement climatique, n'arriveront pas à se nourrir. Faut faire autour de la Méditerranée ce qu'on a fait en Europe. Disons, si on veut plus de guerre, il faut que dans les endroits où il n'y ait pas beaucoup de campagne, on mange en Europe. Si on veut plus de guerre, si on veut plus de réfugiés, si on veut plus de terrorisme, c'est quand même pas mal qu'on mange en Libye, qu'on mange en Syrie, qu'on mange en Algérie, qu'on mange au Maroc. Et donc, pour le moment, on échange du blé français contre des légumes marocains, il y aura bientôt plus de légumes marocains. Mais si les Marocains ont faim, faudra pas se plaindre s'il y a Boko Haram, s'il y a des attentats.
Donc en fait, l'agriculture et l'alimentation, c'est très très proche de la paix mondiale. Et d'ailleurs, regardez les Nations Unies. Les Nations Unies, en ce moment, elles n'ont pas la cote, hein. Elles ont été faites pour empêcher les guerres. Alors, quand c'est la Russie qui fait la guerre, c'est foutu. Bon. Mais, ils ont créé un deuxième échelon. Ils ont dit, si les gens ont faim, il y aura des guerres. Donc, on a fait les Nations Unies pour l'agriculture, la FAO. Et puis maintenant, il y a l'idée faim zéro. Il faut éradiquer la faim pour vivre en paix. Et puis ils ont rajouté un troisième élément, qui est le réchauffement. Ils disent, si la planète se réchauffe, ça va être des centaines de millions de réfugiés climatiques, jamais en vivre en paix. Donc, il n'y a rien de plus urgent que d'arrêter les guerres à la Poutine, qui sont quand même très très à l'ancienne, mais de faire en sorte que tout le monde puisse manger, et d'éviter que la planète se réchauffe trop et que ça devienne invivable. Bon, mais ça, quelque part, c'est l'homme qui a créé ces fléaux, c'est à l'homme de pouvoir le réparer. Et ça passe par la consommation dont on vient de parler, voilà. Simple. Allez, quand on fait ses courses, il faut se dire un truc très simple, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Tiens, par exemple, en ce moment, l'avocat est à la mode. Ah, c'est vachement bon l'avocat. C'est très bon diététiquement, c'est très bon pour la santé. Enfin, moi, je suis pas capable comme vous de dire qu'est-ce qu'il y a de bon. Enfin, c'est vachement bon. Et puis, alors, moi, j'adore l'avocat. J'ai passé 4 ans au Mexique. J'aime bien l'avocat. Bien. On consomme des avocats comme des malades. Le tiers des avocats produits dans le monde est au Mexique. Le Mexique, c'est un pays aux mains des trafiquants de drogue. On se fait du pognon avec les avocats. La quasi-totalité des avocats du Mexique sont aux mains des trafiquants de drogue. Acheter des avocats du Mexique, c'est comme acheter de l'héroïne. C'est fort. Alors du coup, on se dit, il y a des pays qui faisaient autre chose, qui disent, l'avocat, c'est bien, on en fait. L'Espagne se met à faire de l'avocat. La Corse aussi, il y a des avocats au corse. Moment où il y a plus d'eau. Non mais, c'est une idée de cinglé, de dire, j'implante des arbres tropicaux, du tropique humide qui a besoin de boire comme un malade, même avec du goutte à goutte, dans un endroit qui est sec. Quand on achète de l'avocat de l'Espagne, on fait avancer le désert. Donc l'avocat, c'est vachement bon, mais quand on achète l'avocat, faut acheter le monde qui va avec. Alors bon, j'ai discuté avec le principal importateur d'avocats, il m'a dit, oui, vous avez raison. Hein. Alors j'ai dit, où? Où? La Colombie. La Colombie, dans le temps, ils étaient en guerre civile. C'était la drogue, maintenant les trafiquants de drogue sont passés au Mexique, c'est moins pire. L'avocat du Kenya, l'avocat de Colombie, c'est moins pire. Mais bon, moi, l'avocat d'Israël, non, moi, pour d'autres raisons. Et l'avocat d'Espagne, je veux pas être complice de la désertification. Et du coup, on se dit, on n'est pas obligé de manger de l'avocat en France tout le temps. Les carottes râpées, c'est pas mal, non? Aussi. Voilà. Les noix de Bourgogne. Pour les bonnes graisses. Exactement. Donc consommer européen finalement et la qualité de l'agriculture va venir quoi au fur et à mesure. Est-ce que c'est sûr que ça va venir? Oui, essayez. Bon, si vous aimez la bio, je veux surtout pas vous priver, hein. Bon, regardez, mais l'opinion publique, c'est pas rien. Bon, la souffrance animale, on a dit, les poules en cage, c'est pas terrible. Il n'y a plus d'œufs de poules en cage dans les rayons des supermarchés. Il y a encore des poules en cage, hein, parce que la moitié des œufs, c'est l'agriculture industrielle. Et on n'a pas poussé le vice jusqu'à aller voir son pâtissier en disant, attendez, le petit doré sur le croissant, est-ce que c'est bien d'une poule qui a été dehors? Bon, donc il y a encore des progrès à faire. Mais ne pas négliger la puissance du consommateur et de l'opinion publique. Quand on a vraiment décidé un truc, au bout d'un moment, produise. Alors, regardez, mon épouse a une santé fragile, elle, c'est sans gluten, sans lait de vache. Bon, mine de rien, ça change les menus, hein. Rien qui vient du blé, rien qui vient de la vache. Bon, au début, elle avait beaucoup de mal à se fournir. Fallait aller dans le magasin bio à prix d'or, etc. Puis maintenant, dans notre supermarché, il y a du pain sans gluten. Au début, c'était tout au fond du magasin dans le rayon bio. Maintenant, il y a du pain sans gluten au rayon pain. Voilà, ça se banalise. Le supermarché, en plus, il marge plus sur le bio et sur le sans gluten. Donc, il va pas se priver, s'il y a une demande, il va pas se priver de vous en donner. Et donc, quelque part, on oriente
faut pas croire qu'il y a que les multinationales. Quand on fait sa liste de courses, on construit le monde qui va avec. Tiens, autre exemple. Bon, il va falloir s'arrêter un jour, mais bon, on choisit ses fruits et ses légumes un par un. Au début, c'était les pommes un par un, puis ensuite c'est les prunes. Maintenant, on en est même à choisir ses cerises un par un. Quand on choisit ses fruits un par un, quel est le message qu'on dit à l'arboriculteur? Je ne veux pas qu'une seule mousse se soit jamais posée sur mon fruit. Eh ben, on achète du pesticide. Tu veux une pomme parfaite, sans jamais l'ombre d'un pet? Eh ben, 35 passages de pesticides en une saison dans la pomme. Bon, eh ben, faut revenir à la pomme au kilo. Alors, à la cerise au kilo, encore plus. Donc, quand on choisit ses fruits un par un, on achète du pesticide. C'est mathématique, mais faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Ben, de même, quand il y a eu la lasagne au cheval roumain. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire de manger des lasagnes avec de la viande le soir alors que tu as mangé un rôti de veau à midi? Mais deuxièmement, une part de cuisine toute faite avec de la viande à 1,50 € la part, il y a un truc. Oui, non, mais de toute façon, quand on achète les aliments, quand on fait des lasagnes maison, c'est beaucoup plus cher que ça. Bah, exactement. Et on l'a vu le scandale, hein. Parce que maintenant, on peut faire des analyses génétiques et tout d'un coup, il y a une association de consommateurs qui m'a dit, mais tiens, c'est pas des gènes de bœuf, c'est des gènes de cheval. Et puis, on a découvert tout le truc, hein. On recyclait les vieilles carnes roumaines avec un trader limite. Et puis, un gars malhonnête à Castelnaudary qui retirait l'étiquette cheval et qui mettait de l'étiquette bœuf. Bon, mais en même temps, on a vraiment besoin de manger des lasagnes à la viande le soir. La soupe de légumes, c'est bien meilleur. Moins le plat est compliqué, cuisine à l'avance, plus c'est du produit frais, mieux c'est. Pour nous, pour la santé, pour le bonheur, pour la planète, pour la solidarité, pour tout. On ne dira jamais assez le bienfait de la soupe. La soupe, ce sera notre mot de la fin. Merci infiniment, Bruno Parmentier, de nous avoir parlé. Pour vous, le plus important, c'est quoi? C'est d'aller éduquer les politiques, les agriculteurs, ou juste le grand public? D'abord les citoyens. En France, on veut toujours que ce soit les politiques qui fassent. C'est pas les politiques qui font votre menu de dimanche midi, c'est vous. Qu'est-ce que vous allez manger dimanche midi? De quel produit? D'où il vient? Comment il a été fait? Voilà, c'est la base, ça. À la soupe, alors. Merci beaucoup. Bon appétit. Voilà, c'était un sujet riche d'enseignements qui m'a passionné et je sais aussi qu'il a passionné David Ordonneau qui hochait de la tête en permanence pendant toute notre conversation. On se retrouve la semaine prochaine pour le debrief et d'ici là, si vous avez des réactions, des remarques, des suggestions quant à ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous taguant @LucileWoodward et @LongLive le podcast. D'ici là, mettez-nous des pouces vers le haut, notez favorablement ce podcast, parlez-en autour de vous et on se retrouve tout bientôt. Salut!